Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je reçois aujourd'hui Jacques Bringer, bonjour. Bonjour. Médecin, ex-doyen de la faculté de médecine, membre de l'Académie nationale de médecine, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. On va évidemment avec vous aborder les sujets autour de la santé, de la médecine et bien sûr de la fin de vie. Les députés ont décidé de rallonger le temps d'examen du projet de loi sur la fin de vie. Un vote solennel est programmé le 18 juin. Ça vous inquiète ou ça vous rassure ? Ça me rassure. Ça me rassure parce que ce débat est très difficile. Les positions individuelles sont souvent dues à des expériences de vie douloureuses ou apaisées, plus apaisées. Et donc les députés eux-mêmes, quel que soit leur bord politique, ne sont pas exclus de ce débat. Et donc, il faut éviter des excès liés à des exemples de vie personnelle qui sont certes douloureux, mais qui ne sont pas universels. Jacques Bringer, vous avez vous-même été à l'Assemblée nationale, là vous avez été à la fois auditionné puis assisté à des échanges. Vous avez observé qu'il y avait des débats au sein même des formations politiques. Il y a finalement autant d'avis que de députés. Oui, c'est très clair. Les députés tiennent plus compte de leur vécu, de leur expérience de fin de vie avec un proche, que de leurs opinions politiques. Et on voit bien au sein de la gauche ou au sein de la droite des clivages très clairs sur ce sujet. La France elle-même est traversée par des doutes et par des évolutions. On voit bien qu'au fur et à mesure des lois, bien sûr citer la loi Leonetti, la loi Leonetti-Claeys, et puis aujourd'hui cette loi qui viendra, j'imagine qu'il y aura d'autres lois dans 10 ans. Oui, c'est un débat dont on dit qu'il est sans fin, parce qu'il touche à un point très sensible dans lequel notre éducation, notre croyance, bien sûr, notre religion et la perception que nous avons de la mort jouent aussi un très grand rôle. Certains pensent qu'après la mort, il n'y a rien, c'est une fin. D'autres pensent qu'après la mort, il y a une autre réalité de vie. Est-ce que vous-même, vous avez évolué sur vos positions ? Oui, j'ai évolué. J'avais une position qui pensait que la loi Claeys-Leonetti était un acquis et qu'elle était probablement importante et qu'il fallait faire d'abord évoluer les soins palliatifs. Sur les soins palliatifs, bien sûr, je n'ai pas changé. Il faut faire un effort considérable qui est d'ailleurs entrepris, je le pense, avec sincérité aujourd'hui par le gouvernement. Mais l'écoute, les rencontres, les auditions m'ont démontré qu'il y avait des problèmes de souffrance tels en fin de vie que c'était intenable de ne pas les reconnaître et de penser qu'on réglait tout. Il fallait donc une ouverture et une nouvelle étape très encadrée. Qu'est-ce qui reste de bloquant à vos yeux dans le texte qui est débattu et qui va être voté ? Alors le texte du gouvernement a utilisé les maladies pour être éligible à un suicide assisté, par exemple, à une aide à mourir. Le texte du gouvernement utilisait le mot maladie incurable et avec un pronostic vital engagé à court et moyen terme. La commission spéciale de l'Assemblée a supprimé le qualificatif de pronostic vital à court et moyen terme
et a introduit celui de maladie avancée ou terminale. Le terme de maladie avancée provoque énormément d'émotions et de débats. Pourquoi ? Parce que certes, il y a des cancers avec des métastases, mais il y a aussi des maladies chroniques, des diabètes avec des complications qui vivent des décades et dont l'envie de vivre ou de cesser de vivre dépend beaucoup des fluctuations de l'humeur, des fluctuations dépressives qui sont transitoires dans ces maladies chroniques. On sait qu'il y a beaucoup d'états dépressifs dans les maladies chroniques, mais qu'on les gère, qu'on arrive à les récupérer et surtout qu'ils fluctuent beaucoup. Or là, ça ouvre largement la porte à ce type d'affection et nous pensons que ça va trop loin. Quelques médecins, beaucoup de médecins, considèrent qu'il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des abus. Est-ce que vous l'entendez et comment vous y répondez ? Alors, je ne suis pas sensible à la volonté de faire peur là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'observe les chiffres. Les chiffres, c'est que tous les pays qui ont, depuis 20 ans, parfois plus, permis l'aide à mourir par assistance au suicide, tous ces pays ne dépassent pas 2% des décès par l'aide à mourir. 2%. Ça n'a pas bougé. Par contre, il est vrai que 2 pays, on peut dire, qui ont ouvert plus largement la voie, et en particulier aux affections psychiatriques, ont été plus loin. Il s'agit du Canada, qui est en gros à 7% des décès par aide à mourir, et des Pays-Bas, qui est à 5%. Ça veut dire quand même que même aux Pays-Bas, 95% des personnes meurent sans aide à mourir. Donc il ne faut pas voir ça comme un raz-de-marée où d'un coup tout le monde irait vers l'aide à mourir. Ce n'est pas exact. Il ne faut pas faire des peurs avec ça. D'où la nécessité d'avoir un débat apaisé et des échanges apaisés. Oui, sur des faits concrets et ne pas, bien sûr, argumenter sur des peurs. D'ailleurs, c'est pas possible aujourd'hui d'argumenter sur ces points si l'encadrement reste ce qu'il était dans le projet de loi gouvernementale. C'est le point sensible, l'encadrement et le fait que cette aide à mourir soit évidemment réalisée dans les meilleures conditions. C'est d'ailleurs ce que demandent les associations. Oui, la grande crainte vient aussi des psychiatres et des psychologues qui voient qu'on est en train, dans le projet qui est issu de la commission spéciale, d'ouvrir une porte où eux ne pourront pas distinguer entre ce qu'est un état suicidaire dans une maladie chronique contre lequel on lutte, contre lequel tous les soignants sont appelés à lutter. D'ailleurs, le suicide en France est tellement élevé que c'est une priorité nationale. Et de l'autre côté, la volonté de mourir par aide à mourir. Il faut pouvoir distinguer ça. C'est fondamental. Le projet de loi du gouvernement permettait de le faire parfaitement. Le projet qui ressort de la commission spéciale crée un flou qui fait que la frontière entre l'état suicidaire de la maladie chronique, dont j'ai dit qu'il est fluctuant très souvent, et la volonté avérée d'aide à mourir, cette frontière s'efface. Et ça, c'est un point délicat. Jacques Bringer le disait, vous êtes médecin, ancien doyen de la faculté de médecine. Vous avez encore de nombreux échanges avec de jeunes étudiants en médecine qui arrivent et qui, j'imagine, ont un regard un peu différent de celui que vous avez, vous,
qui êtes médecin depuis longtemps, qui avez été doyen. Quelle est la nature des échanges que vous avez avec ces jeunes étudiants qui arrivent là et qui vont devoir avoir à traiter ces sujets? Oui, vous avez raison. Il y a un effet générationnel qui est clair. Si l'on voit la nouvelle génération des médecins, la discussion sur la fin de vie évolue vers une ouverture. Une ouverture, bien sûr, maîtrisée et encadrée, mais c'est sûr qu'il y a une évolution là-dessus. Je pense que dans la réflexion sur des sujets sociétaux aussi avancés, il faut accepter que les visions se confrontent, il faut accepter le débat, mais il faut en tirer quelque chose du débat. Il faut sortir d'une idéologie ou d'une croyance pour bouger. Et peut-être que les jeunes ont cette capacité aujourd'hui à plus évoluer que les générations passées. On évoquait tout à l'heure les soins palliatifs. Beaucoup de tribunes ont été publiées ces dernières semaines demandant que d'abord, clairement, des moyens soient octroyés aux soins palliatifs avant le vote de cette loi. Vous sembliez être plutôt rassuré sur la volonté du gouvernement. Bien sûr, les soins palliatifs, les forces disponibles en soins palliatifs ne dépendent pas que d'un gouvernement. Elles dépendent de la volonté de générations de jeunes, des professions de santé, des étudiants en médecine, en institut de soins infirmiers qui sortent de vouloir ou non s'engager dans cette voie. On fait beaucoup pour les soins palliatifs dans le projet tel qu'il nous est présenté. Il ne réglera pas tout, parce que tout dépend de la volonté des personnes. Mais s'il faut attendre d'avoir des soins palliatifs partout, sur tout le territoire, pour bouger la loi, elle ne bougera probablement jamais. Parce que ça n'arrivera pas d'avoir des moyens partout. Parce qu'il y aura un territoire ou 2 ou 5 qui manqueront d'équipes de soins palliatifs. Donc je pense qu'il faut regarder de près l'effort qui est fait sur ces soins palliatifs. D'ailleurs, on n'aura jamais d'équipe spécialisée de soins palliatifs partout. Mais ce qu'on peut avoir, c'est une formation médicale obligatoire et infirmière obligatoire sur les soins palliatifs, un tronc commun solide là-dessus qui permettra quand même de couvrir mieux par une diffusion de la culture des soins palliatifs au niveau des soins chez les soignants. On parlait des étudiants tout à l'heure. Quel est leur niveau d'intérêt pour les soins palliatifs ? On lit ici ou là qu'il est assez faible. Vous le confirmez ? Oui, il est faible probablement. Il est fluctuant là aussi. Mais il est plutôt faible actuellement parce que les métiers techniques sont très attractifs, beaucoup mieux rémunérés, il faut le dire. On va prendre l'exemple de certains métiers où c'est d'une évidence frappante. Et puis parce que s'occuper de la fin de vie est une mission que certains ne veulent pas avoir. La médecine, c'est fait pour porter l'espérance. Or, là, on porte plus une approche de la mort la plus apaisante possible pour mourir le moins mal possible. Mais est-ce que c'est une espérance ? C'est autre chose. Donc, on passe d'une médecine conquérante à une médecine d'accompagnement. Et c'est sûr que des jeunes médecins, infirmiers peuvent ne pas vouloir passer leur vie dans cet accompagnement. Vous parliez de mission. Il faut être en mission quand on est aux soins palliatifs. Il faut être animé par cela. Oui. Je pense que les personnels des soins palliatifs
sont des gens d'une très grande qualité humaine en moyenne et certainement de manière prépondérante. Mais il faut aujourd'hui que la culture des soins palliatifs, soins d'accompagnement, diffuse beaucoup plus les jeunes médecins, et les plus anciens bien sûr, et les infirmières. Parce qu'on ne peut pas être que technique. La technicité pure ne doit pas se substituer à l'humanité des soins. Et qu'est-ce que c'est l'humanité des soins qu'ont très bien compris les personnes qui sont en soins palliatifs? C'est une écoute. C'est la perception chez quelqu'un de ses attentes prioritaires, notamment en fin de vie. C'est regarder la souffrance en face. C'est avoir un regard qui permet de dire à l'autre qu'on comprend. C'est avoir un temps d'exclusivité pour les patients. Parce que les patients ne demandent pas toujours beaucoup de temps, mais ils veulent un temps d'exclusivité. Vous êtes tout à moi. Et ça, les soins palliatifs l'ont compris. Alors que d'autres métiers de la médecine ne l'ont pas compris. Et le soin ne se résumera jamais à du numérique et à des technicités. Le soin, c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est bien de le rappeler. Oui. Et les soins palliatifs l'appliquent, il faut le reconnaître. La religion, dans ce débat, a-t-elle été suffisamment trop présente à vos yeux, à sa place parce que là aussi, on a lu beaucoup de tribunes, beaucoup d'avis essayant d'orienter la loi. Bien sûr, la religion, dans notre pays comme dans d'autres, est présente. Le président de la République et puis les députés ont auditionné, écouté, échangé avec les religions monothéistes et de manière répétée. Mais il y a deux visions de la mort qui se confrontent, c'est sûr. On l'a dit, et celle où la mort est une phase, où la mort est un passage à une autre réalité de vie. Mais au-delà de ça, les religions sont porteuses souvent de solidarité. Et dans cette solidarité, il y a la solidarité jusqu'à la fin, qui est une fraternité d'accompagnement. Et évidemment, on entend ça des religions qui est de protéger, d'accompagner et de ne pas tuer. Le tu ne tueras pas est très présent dans la religion. Alors, s'extraire de ces deux valeurs pour essayer de trouver quelque chose tout simplement d'humain, qui n'est pas sur les seuls principes, mais sur la réalité de ce qu'on voit dans la souffrance humaine. On vote dans quelques jours pour nos eurodéputés. Le sujet a été peu abordé de la fin de vie pendant cette campagne électorale. Vous trouvez normal que ça reste un sujet purement national et que ça ne devienne pas un sujet européen ? Ça pourrait être un sujet européen parce que la culture européenne pourrait faire traiter cela de manière, disons, débattue au niveau de l'Europe. Mais je crois qu'il est bon que les pays, d'abord, discutent de ces problèmes. L'Europe, vous le savez, déjà s'occupe d'un certain nombre de choses. On estime qu'elle doit s'occuper des aspects régaliens. Peut-être que là, on touche à quelque chose de très complexe. Et au sein de la population française, déjà, il y a plusieurs opinions là-dessus, plusieurs priorités. Donc je pense qu'au niveau de l'Europe, ça serait encore plus complexe. Comment avez-vous jugé cette campagne électorale qui se termine, là, vous qui êtes un fin observateur ? Alors, l'Europe
je suis né avec. Il y a eu, avant que je naisse, des guerres tout le temps en Europe. Si on remonte à 1600, on peut dire que de 1600 à 1945, il y a eu la guerre en Europe sans cesse, ou presque. Donc l'Europe, pour moi, c'est la paix. Et tout ce qui divisera l'Europe amènera un risque supplémentaire de guerre, qu'on le veuille ou non. Le deuxième point, c'est que je déteste les extrêmes. Je pense, oui, comme le dit Burnham, qu'il faut avoir le courage de la nuance. La nuance, c'est très important. L'idéologie qui promet tout et le bonheur à partir d'une idée, on a vu les dégâts avec les grandes idéologies, où les personnes qui pensent résoudre la complexité de la vie avec une solution, je n'y crois pas du tout. Je pense que cela amènera à d'autres problèmes bien plus importants. Bien sûr, il faut des décisions parfois très fermes, c'est peut-être ce qui peut manquer, mais il faut le cap de la nuance. Si on en croit les sondages, l'extrême droite probablement recueillera près de 40%, voire plus de 40%. Comment on change ça ? On est à 3 ans d'une présidentielle, dans un pays fracturé, que l'on dit fracturé. Ça traduit quelque chose quand même. Bien sûr, ça traduit un très gros malaise. De toute façon, les extrêmes montent toujours lors des malaises. Les idéologies aussi montent avec les malaises sociétaux. Nous y sommes. Je pense qu'il faut regarder ça avec le temps et j'espère que les vagues succéderont à d'autres vagues et je ne crois pas du tout que l'extrême puisse amener la paix et puisse régler la complexité extrême de la vie aujourd'hui. Si c'est pour dire qu'il faut plus d'autorité, plus de respect de certaines valeurs, plus d'éducation, plus de responsabilité, bien sûr, je suis d'accord. Mais je n'ai pas besoin d'extrêmes pour dire ça. Aujourd'hui, en ce 6 juin, on célèbre, on commémore les 80 ans du débarquement en Normandie. Il est important encore aujourd'hui, par rapport à ce qu'on est en train de se dire sur l'Europe, de célébrer, de ne pas oublier que nous vivons dans un pays libre. Mais bien sûr, une des plus grandes émotions que j'ai rencontrées, c'est d'aller au cimetière américain de Colville et de voir 9300 morts à l'âge de 20 ans. J'ai réalisé quelque chose qu'il faut voir de près pour s'en imprégner. Le prix de la liberté face à des dérives d'autoritarisme extrême et de perte de démocratie. Ça aussi, ça apporte une réflexion profonde et un sens sur les valeurs. Tous les écoliers français devraient pouvoir regarder ça. Mais voilà, on oublie parfois les leçons de l'histoire. Ce n'est pas simplement qu'une question de jeunesse. Finalement, on est tous responsables, nous citoyens, face à ça. Bien sûr. L'entretien de la mémoire, les valeurs de respect des autres, l'éducation. On a loupé quelque chose. Depuis 30 ans, il est sûr qu'on a loupé quelque chose. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut sans cesse revenir.
Je voudrais, Jacques Bringer, pour terminer, vous interroger sur un sujet, un autre sujet sociétal qui fait débat et sur lesquels les politiques travaillent. C'est la prise en charge médicale des adolescents transgenres. Je sais que vous avez été longtemps, pendant près de 25 ans, en pointe sur le sujet. Vous avez beaucoup travaillé autour de ces questions-là. Je crois que c'est encore le cas au sein de l'Académie de médecine. Quel est votre point de vue, là aussi, sur un sujet, on le voit bien, qui divise beaucoup ? Bien sûr, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité, ce sujet. Il est certain qu'il y a un mouvement qui est que des jeunes, moins jeunes, mais surtout des jeunes, perçoivent que leur perception n'est pas au niveau du genre, n'est pas en rapport avec ce que leur a apporté la nature en termes de sexe. Et par là, une volonté de changer. Ça a toujours existé. Montaigne rapporte le cas d'un jeune dans une petite ville de province qui était décrit parfaitement comme transgenre. En tant qu'expert à l'époque de la transsexualité en Languedoc-Roussillon, j'ai été amené, bien sûr, à valider des changements d'identité, des changements de genre. Là où la question se pose, c'est d'un coup la levée chez des mineurs, chez des adolescents, d'un nombre conséquent, en tous les cas très évolutif, de demandes de transgenres. Donc ça demande bien sûr une grande réflexion là-dessus, pour une raison simple, c'est que on arrive à changer le genre, mais on le fait parfois avec de très gros dégâts qu'on ne peut pas nier et que j'ai pu voir dans ma vie d'endocrinologue. Prescrire des hormones, c'est pas de l'eau, c'est pas anodin. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut réfléchir avant de le faire. Et ensuite, les changements dus à la chirurgie, alors, sont des non-retours en arrière qui parfois ont une issue dramatique. Et là encore, il faut de la nuance. Beaucoup de recul, de nuance. Il faut, en fait, être bienveillant, mais il ne faut pas être complaisant. Et aujourd'hui, il ne faut pas que la réflexion sociétale soit toujours complaisante. Elle doit pouvoir être bienveillante, mais réfléchir et ne pas suivre comme les moutons de Panurge, parce qu'il y a un mouvement en vogue. Merci Jacques Bringer. Merci. Vous étiez mon invité aujourd'hui sur Radio Aviva, sur Libre-Échange. Merci beaucoup. Libre-Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Libre-Échange.